l'Atlantique, à ma gauche le désert marocain. Nous sommes cap au sud, direction Tarfaya, autrefois appelé Cap Juby, un point minuscule sur la carte de l'Afrique, mais qui résonne peut-être à vos oreilles, et pour cause. Cette ville fut l'une des étapes mythiques des lignes de l'aéropostale et des lignes Latécoère avant elle. Des pilotes précurseurs des vols transcontinentaux qui pour nous sont aujourd'hui quasiment une formalité, mais qui à l'époque relevaient plutôt de l'exploit. Et pour s'en convaincre, cette phrase de leur chef Pierre-Georges Latécoère, il disait « J'ai refait tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes, notre idée est irréalisable. Il ne nous reste donc qu'une seule chose à faire, la réaliser. » Eh bien, ils l'ont fait, et c'est sur les traces de ces pionniers que nous emmène Carnet de vol aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, Carnet de vol vous accueille aujourd'hui à bord de ce Cessna 182, celui de Jean-Jacques Galli, organisateur du rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Nous sommes direction Tarfaya, ex-Cap Juby, où nous allons attendre les équipages de ce rallye. Mais avant cela, retour au tout début de l'aventure. Le 25 décembre 1918, dans l'anonymat le plus complet, un avion des lignes Latécoère décollé de Toulouse-Montauban, direction Barcelone, première étape d'un très long périple. Eh bien, ce premier vol du 25 décembre 1918 a été reconstitué à l'occasion du départ de ce 35e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Et bien sûr, une équipe de Carnet de vol était au rendez-vous. Ce matin, c'est le départ du rallye Toulouse-Saint-Louis. Parmi les 30 avions, une machine unique au monde va relier Toulouse à Barcelone. Ce Breguet 14, seul avion de ce type en état de vol, est la copie de celui des pionniers. Il va commémorer le premier vol de décembre 1918. En 3 heures, Latécoère et son pilote René Cornemont ouvrent les premiers pas d'une route aérienne semée d'embûches qui un jour arrivera à Dakar. Ça ne devait pas être facile du tout, parce qu'en plus de ce qu'on vit, l'inconfort que l'on a relatif par rapport aux avions actuels, eh bien, ils avaient le manque de fiabilité des moteurs. Et si on n'avait pas de moteur, on n'a aucune chance de rejoindre la terre ferme. Là, on est dans l'eau, avec tout ce que ça peut comporter. Et un siècle plus tard, on parle encore de cette journée de Noël 1918 et des centaines de pilotes rêvent un jour de mettre, grâce au rallye, leurs ailes dans celles des pionniers. Alors Jean-Jacques, je rappelle que tu es l'organisateur du rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Après Barcelone, c'était quoi les étapes de l'aéropostale? Alors après Barcelone, c'était Alicante, Malaga, ensuite disposé à Casablanca, Rabat au début, Casablanca, Agadir, Tarfaya, Cap Juby où nous arrivons, Villa Cisneros, qui s'appelle aujourd'hui Dakhla, Port-Étienne en Mauritanie, qui s'appelle Nouadhibou, et Saint-Louis du Sénégal au début, puis Dakar ensuite. Toutes ces villes sont sur la côte, c'est pas un hasard, hein? C'est pas un hasard, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de naviguer sur la côte qu'ailleurs. Vous voyez, on ne peut pas se perdre, hein. On suit la ligne de côte. Comme ils ne volaient pas dans les nuages, il fallait qu'ils volent très bas. Et lorsque le temps est mauvais, le seul endroit où on est sûr qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est la mer. Donc on peut voler très très bas sur la mer, comme on vole là à 60 mètres, et on pourrait même voler encore un peu plus bas si c'était nécessaire. On va rappeler comme les conditions dans lesquelles ils volaient. Pas de GPS, bien évidemment. Pas de radio. Oui, rien. Aucun instrument de navigation, une boussole. Comme sur les bateaux, ils avaient la vitesse, ils avaient l'altitude, et c'est tout. Toi, tu es pilote. Quel regard tu portes sur ces gens-là qui, à l'époque, partaient un petit peu à l'aventure comme cela? Une grande admiration et un grand respect. C'était des gens qui étaient des gens ordinaires finalement, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Intex, Mermoz, tout le monde les connaît. Ils sont devenus des stars planétaires, je pense, essentiellement grâce à Saint-Exupéry. C'est Saint-Exupéry qui a relaté cette histoire, qui l'a magnifiée et qui a parlé de ses amis. Il
disait, parce que les uns mouraient après les autres, quand Mermoz est mort, il a dit on ne se fait pas de vieux camarades. C'était une solidarité, une amitié, et dans le risque, je pense que les liens entre les humains se sont... Maintenant, engourdi, il rêve. Le sol de si haut paraît immobile. Le Sahara de sable jaune, mord sur une mer bleue comme un trottoir interminable. Bernice, bon ouvrier, ramène cette côte qui dérive à droite, glisse en travers dans l'alignement du moteur. À chaque virage de l'Afrique, il incline doucement l'avion, encore 2000 km avant Dakar. Comme dit Saint-Exupéry dans son bouquin, de temps à autre, l'un d'eux disparaissait et respectable pour l'éternité. Bon, ben justement, puisqu'on parle de Syntex, on arrive sur Tarfaya, on va se poser. Ok. Voilà. Ça y est, on est nous aussi des petits Syntex, des petits Mermoz. Voilà. Nous voici donc posés ici à Tarfaya, ou plutôt Cap Juby, comme on disait à l'époque de Syntex. Saint-Exupéry, sans doute l'un des noms les plus connus de l'histoire de l'aéropostale, mais ça n'est pas le seul. Guillaumet ou encore Mermoz sont eux aussi entrés dans la légende. Une histoire pleine d'exploits, mais aussi endeuillée par quelques drames. Une épopée en tout cas à revivre dans ce carnet de vol. Sur le terrain de Toulouse-Montaudran, naît en 1919 la compagnie des lignes Latécoère, avec ses chefs Pierre Latécoère et Didier Dora. Avec ses équipages, des inconnus qui deviendront célèbres, elle entreprend le transport du courrier entre la France et le Maroc. Elle deviendra l'aéropostale. C'est ainsi que naît l'épopée de la ligne. Une exceptionnelle aventure humaine, technique, industrielle. Survoler le plus grand désert du monde, le Sahara. Traverser l'Atlantique Sud, le poteau noir, et franchir la cordillère des Andes. Le projet de Latécoère était considéré comme fou. Transporter du courrier puis des passagers par avion de France au Chili. Les machines étaient incertaines, elles ne dépassaient pas les 400 km de rayon d'action, et il n'avait aucune expérience des grandes navigations. C'est Didier Dora qui fut chargé de mettre en œuvre l'idée de Latécoère, avec succès, mais à quel prix? Toulouse-Montaudran était un espèce de champ qui ressemblait plutôt à une exploitation agricole qu'à une exploitation aérienne. Et cependant, c'est de là que sont sorties toutes ces belles âmes, tous ces hommes magnifiques. C'est dans les hangars vétustes de Montaudran qu'ils ont découvert la beauté du travail. La plupart étaient très jeunes, bien sûr, en arrivant, et ne savaient pas ce qu'était la vie, ce qu'était l'existence. Ainsi, la ligne se construit étape par étape entre 1919 et 1925. Malgré des pilotes et des mécaniciens d'exception, les escales sahariennes connaissent leur drame. Accidents, dépannage, enlèvement et rançon, la ligne perd ses premiers équipages. Mais le courrier finit par passer. La religion du courrier se forge. Encore incapables de traverser l'Atlantique, ce sont des avisos rapides qui relaient le courrier en 4 jours jusqu'au Brésil. Puis, un jour, l'exploit de la traversée est réalisé. Le 12 mai 1930, Mermoz décolla de Saint-Louis du Sénégal à destination directe de Natal à 4200 km de là. Il survole l'Amazonie, encore plus dangereuse que le désert en cas de panne. Mais le grand obstacle ultime, c'est le franchissement de la cordillère des Andes. Henri Guillaumet et ses Potes 25 la traverseront 393 fois.
En 1930, le 13 juin, le mauvais temps faillit lui coûter la vie. Un atterrissage forcé en altitude l'oblige, pour ne pas mourir, à marcher 4 jours et 3 nuits jusqu'aux premières habitations. À son retour, il déclare à son ami Syntex « Tu sais, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. » De Juby pour Port-Étienne, avion 236 quitte Juby 15h20 pour Port-Étienne. La route des caravanes est marquée d'ossements, quelques avions marquent la nôtre. Encore 1 heure jusqu'à l'avion de Boador, squelette pillé par les morts, repère. 1000 km de sable, puis Port-Étienne, 4 bâtisses dans le désert. Nous t'attendions, nous repartons tout de suite pour profiter du jour. L'un sur la côte, l'autre à 20 km, l'autre à 50. Nous faisons escale au Fortin à cause de la nuit. Tu changes d'appareil? Oui, soupape en prise. Transbordement, départ. Ici, au pied du Fortin espagnol, les hommes de la ligne ont vécu. Syntex y fut chef d'escale pendant 2 ans. En déambulant au milieu des ruines et du sable qui rongent l'histoire et le temps, je ne peux m'empêcher de ressentir l'esprit de la ligne. Perdu au milieu de rien, ces héros nomades ont tissé un fil fragile pour créer un tout. Grâce à eux, les hommes d'aujourd'hui se rencontrent à travers le monde. Cette histoire risque la disparition. Un musée, c'est une forme de documentation d'une histoire qui nous lie tous, que ce soit la France et le Maroc, les Tarfaouis, avec même la littérature mondiale. C'est Syntex et le Petit Prince. Alors, est-ce que finalement les pilotes de l'Aéropostale n'étaient pas des bédouins de leur époque ou de leur temps? Nathan, vous avez bien dit, les pilotes de l'époque, ils étaient des bédouins de l'air, on les appelle. Donc c'est les bédouins de l'air qui rencontrent les bédouins de la terre et ça sort des choses magnifiques. Et on croit ici à Tarfaya Cap Juby que le Petit Prince est né au désert, ici à Tarfaya, entre désert et mer. Et même Syntex, l'écrivain, était né ici sur une dune. Quelle trace il a laissé dans les esprits d'aujourd'hui? Syntex, il est connu d'être quelqu'un de messager de la paix. Il était appelé par les gens locaux comme les oiseaux de la nuit, parce qu'il y avait des vols de nuit à l'époque certainement. Et Syntex, il est connu d'être un être humain très sympa. Il donne des congés pendant les fêtes musulmanes. Il emmène avec lui de la menthe sec depuis Mogador et Saouira et Agadir. Donc il y a des vieux qui se rappellent toujours de cette histoire. Ils sont très très fiers des jours et des années qu'ils ont passées avec Syntex. Nous aussi, on a donné à Syntex, je pense que son premier livre était Courrier Sud en 1927. Le Courrier Sud, pourquoi? Parce qu'il y avait un sac de courrier devant Mermoz et il a dit à Syntex, regarde, voilà ton titre. C'est des gens qui ont marqué l'histoire et je pense qu'on a tous besoin de ce type d'action parce que ça nous rapproche. On vit dans un contexte un petit peu, pas forcément bien, mais c'est ce type d'action que nous avons besoin. Et c'est le centenaire, c'est 100 ans. Donc après 100 ans, on est toujours là. Merci. Et au désert, on fait comme ça. Bienvenue. Merci beaucoup, Salah. Merci. De l'observatoire de Cabo Juby, isolé en plein Sahara, nous suivions une comète lointaine. Vers 6 h du soir, le sud s'agitait. De Dakar pour Port-Étienne, Cisneros, Juby. Communiqué urgence, nouvelle courrier. De Juby pour Cisneros, Port-Étienne, Dakar. Pas de nouvelles depuis passage 11h10 Alicante. Un moteur grondait quelque part. De Toulouse jusqu'au Sénégal, on cherchait à l'entendre. Jean-Marie, bonjour. Ah bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Alors c'est bon, la piste est prête? La piste est prête depuis hier soir. Voilà, nous avons effectué le traçage et puis enlevé quelques pierres gênantes. Enfin là, ça va. J'attends les avions d'une minute à l'autre. Et c'est ici que les pilotes de l'Aéropostale, à l'époque de Syntex, se posaient également? Absolument. Voilà, sauf que cette piste n'était pas matérialisée. Ils utilisaient toute la place disponible avec le sable. Tu es dans les traces de Syntex, tu fais le même boulot que lui, tu attends les pilotes? J'ai succédé à Syntex. Ça fait 35 ans que tu fais ce boulot. Ouais. Il faut être un peu fada, un peu fana, un peu comme les pilotes de l'époque, non? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui te motive, toi? L'aéronautique, avant tout. Le souvenir de cette épopée glorieuse, on dira ça, et puis l'aventure humaine avec tous les gens qui participent et qui sont tellement heureux quand ils découvrent Cap Juby, c'est pour eux quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que comme Syntex, tu t'inquiètes un peu du sort de tes pilotes qui sont en vol actuellement? Beaucoup. Je serais content ce soir quand ils seront tous garés.
Massira, si tu m'en reçois, tu peux te poser après. Kilo de poids de Tarfaya, une fois posé, vous viendrez vers le bout de la piste et je vais vous garer à droite. Allez. Bonjour mesdames, c'est combienième de poser ici à Cap Juby? Eh ben, c'est la première fois parce que les autres fois c'était les autres pilotes qui descendaient, voilà. Donc c'est la première fois que vous pilotez, mais ça fait plusieurs fois que vous venez ici quand même. Voilà, c'est la troisième fois. Ah, troisième fois, on est presque une habituée, non? 6 fois pour Annie. 6 fois pour Annie. Voilà. Voilà, c'est presque un record ça. Est-ce que quand on vient se poser ici, on se prend un petit peu au jeu de Mermoz, Syntex, Guillaumet? Ben, on les admire forcément, c'est tout, plein de choses qui remontent. On est heureuse aussi parce que même si on n'est pas des grands pilotes comme eux l'étaient, nos yeux ont vu exactement la même chose qu'eux. Ça fait que je repartirai sûrement. Alors pour ceux qui aiment l'histoire, et on aime l'histoire dans le carnet de vol, on est aujourd'hui un jour historique. Pourquoi, Mustapha? Jour historique parce que c'est la première fois qu'un équipage marocain participe pour aller Toulouse-Saint-Louis. Nous sommes 28 avions, dont 27 étrangers, et le seul avion marocain de l'aéroclub Royal Agadir Massira qui représente le Maroc dans cette manifestation. Et c'est un très très grand plaisir et c'est beaucoup d'émotions. Et moi j'avais les larmes aux yeux quand on a eu le posé, parce que j'étais un fanatique quand j'étais enfant d'Antoine de Saint-Exupéry, j'ai lu tous les livres et tout. Et alors, vous avez retrouvé l'ambiance de Courrier Sud? Voilà, j'ai retrouvé l'ambiance du Courrier Sud. Alors, Mustapha, vous êtes l'instructeur de Hartmann, qui, en plus, pour lui, c'est un double jour extraordinaire pour vous. Racontez-nous pourquoi. Premièrement, c'est le jour de mon anniversaire et qui coïncide avec ce vol historique. On vivait les histoires qu'on lisait dans les livres. Et bien, voilà, c'était un rêve qui se réalise. Pendant que derrière moi, les pilotes du rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal assistent à un briefing pour le vol du lendemain, nous allons revenir en tête de ligne maintenant à Toulouse et plus précisément à Montaudran, le lieu exact d'où décollaient les pilotes de l'Aéropostale, un site où il y a désormais un musée. La ville la plus aéronautique d'Europe rend enfin hommage aux hommes qui ont créé sa vocation. Il était temps. Il est niché au cœur du futur quartier de Toulouse Aerospace, un lieu de mémoire qui rend hommage aux pionniers de l'aviation civile. Du visionnaire Latécoère aux héros de l'Aéropostale, Mermoz, Guillaumet ou Saint-Exupéry. C'est un voyage dans le temps qui sera proposé aux visiteurs. Ici, on veut immerger le visiteur dans la vie des pionniers, ce qu'a été leur recrutement, ce qu'a été leur vie dans les escales, ce qu'ont été les machines qu'ils ont utilisées et qui leur ont permis de tracer ces routes aériennes, de défricher le ciel entre la France et l'Afrique, à travers l'Atlantique Sud et dans toute l'Amérique du Sud jusqu'à Santiago du Chili. L'un des avions qui sera exposé dans ce musée, le voilà. Un Salmson 2A2, il n'en existe plus. Alors des passionnés ont décidé de fabriquer une réplique de cette machine mythique. C'est le premier avion que fabrique Pierre Latécoère à Montaudran. Il va être utilisé jusqu'en 1923 pour faire du transport de courrier jusqu'au Maroc. Et en même temps ou un peu après va arriver le Breguet 14 qui était aussi construit sous licence par Latécoère à Montaudran. Le futur mémorial des pionniers s'étend sur près de 3000 mètres carrés. Dans ces bâtiments historiques, témoins de cette formidable épopée, des salles d'exposition, un auditorium ou encore une brasserie. Coût du projet, près de 13,5 millions d'euros. Dès le début des travaux,
l'architecte a voulu réhabiliter ce patrimoine sans le dénaturer. Alors nous avons entièrement déshabillé le bâtiment pour lui garder tous les éléments essentiels. Donc les poteaux de briques, les charpentes qui sont des charpentes anciennes qui avaient été faites avec des bois de récupération, mais avec des plans de charpentes métalliques de la révolution industrielle. Les baies vitrées ont été aussi entièrement refaites. Le visiteur pourra aussi se promener sur l'ancienne piste, le creuset des lignes Latécoère, de l'Aéropostale, puis d'Air France. Ancien champ agricole, le terrain d'aviation des Mermoz et Syntex n'a été goudronné qu'en 1966. Il aura fallu 50 années de plus pour que ce lieu de mémoire voie le jour. Pourtant, c'était le chaînon manquant d'une offre culturelle qui permet de retracer un siècle d'histoire aéronautique et spatiale à Toulouse. Ici, l'envol des pionniers. Aéroscopia pour voir, on va dire, le développement de la construction aéronautique à partir de 1945, essentiellement. Et puis, on a quand même la Cité de l'Espace, qui montre la technologie ensuite, qui a permis d'aller finalement sur la Lune. L'envol des pionniers, c'est le nom choisi pour cet espace mémoriel, sera inauguré le 20 décembre prochain, un siècle, quasiment jour pour jour, après le premier vol de reconnaissance de la ligne Toulouse-Barcelone. La nuit est tombée sur Cap Juby. Avec elle, le bruit des moteurs s'est éteint. Le bivouac, le repos, c'est le temps éphémère des paroles apaisées. On se remémore le vol du jour. Les souvenirs reviennent dans le vent chaud du désert. Alors Françoise, vous n'êtes pas une participante au rallye comme les autres. Donc Henri Rosès, un des grands noms de l'Aéropostale, est votre grand-oncle. Alors Voilà. c'est tellement important pour vous de faire ce voyage que vous avez décidé de tenir un journal de bord. Est-ce que vous voulez bien nous en lire quelques extraits? J'ai écrit tout de suite, j'ai vécu ce premier grand vol comme transcendé, porté par la mémoire de cet oncle dont on nous avait tant parlé et dont j'ai lu tant de livres par les autres. Henri, fort en gueule, disait-on, mais peu bavard en famille. Et ce que j'ai vécu aujourd'hui en plus, c'est le passage au-dessus de l'Oued Noun, où il y a eu ce terrible incident. Ils avaient réussi à se poser, ils se sont fait C'est-à-dire que attaquer. Rosès a eu un problème de moteur, Villet l'a vu se poser et il voyait de loin que des morts déjà arrivaient. Donc il y a eu échange de feu. Rosès et Villet s'en sont sortis, mais le courrier n'a pas été sauvé. C'était une grande école pour tous, hein, pour tous. Je pense, du moins ceux qui faisaient la ligne, c'était des gens, des gars solides, courageux. L'exemple de Rosès aussi nous était donné même en leçon de morale à l'école élémentaire. Quand il y avait la leçon sur le courage, on nous lisait un passage de cet incident à Oued Noun. Donc, Est-ce que vous pensez que vous allez être changé par ce voyage? Comme apaisé. C'est drôle que je puisse dire ça maintenant, c'est vrai. Parce que c'était toujours le mystère. Quand je prenais l'avion, que je partais comme ça, sac au dos, découvrir, je me disais, mais d'où me vient cette envie de partir comme ça? Alors je me disais, c'est un héritage de mon oncle. Je pensais toujours à ça. Ils repartent, comme au temps du courrier, rapidement. S'extraire de la poussière et du sable de ce point perdu sur les cartes, terre des hommes, Ah ben le revoilà là, steak, tiens. pour pousser encore plus loin la ligne, vers les confins du monde, cap au sud. L'air immobile a pris l'avion comme une gangue. Nul tangage, nul roulis, et de si haut, nul déplacement du paysage. Serré dans le vent, l'avion dure. Port-Étienne, première escale, n'est pas inscrite dans l'espace mais dans le temps, et Bernice regarde sa montre. 6 heures encore d'immobilité et de silence, puis on sort de l'avion comme d'une chrysalide. Le monde est neuf.
Le renouveau du monde par l'aéronautique, quoi de mieux pour terminer cette émission consacrée aux pionniers de l'aéropostale. À bientôt. Bon vol à toutes et à tous.